Hello mes enfers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas sur une tueuse en série, non pas sur un tueur en série, mais sur un couple de tueurs en série. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire de Charlene et Gerald Gallego, un couple de tueurs américains qui a tué, agressé et parfois violé 10 personnes. Ils sont aussi connus sous le nom de Sex Slaves Killers. Alors, vous les connaissez? Non? C'est parti! Alors que son père est en prison, Gerald Gallego naît le 17 juillet 1946 à Sacramento et il ne rencontrera jamais son père. En fait, son père est le premier homme à avoir été exécuté en 1955 dans la chambre à gaz du Mississippi après avoir tué 2 policiers. Sacré pédigré criminel, surtout que ce n'est pas tout puisque sa mère a également grandi dans une famille de meurtriers pédophiles et elle était elle-même une prostituée de Sacramento et d'ailleurs des fois son fils lui servait de coursier. Bon, d'accord, il ne démarre pas très bien dans la vie avec des parents comme ça. En plus, il va avoir des problèmes avec la police dès l'âge de 6 ans et lorsqu'il a 13 ans, il est arrêté pour avoir violé une petite fille de 6 ans. Contrairement à lui, Charlene Williams a eu une enfance plutôt calme. Elle est née le 10 octobre 1956 à Stockton, en Californie, et elle a grandi dans une famille aimante. Elle est fille unique, elle est pourri gâtée et ses parents habitent dans un quartier chic de Sacramento. Son père a gravi les échelons dans le domaine de l'épicerie et il est devenu dirigeant d'une chaîne nationale d'épicerie. Williams, elle, avait un QI de 160 et elle avait une appétence pour le violon. C'est au lycée que tout change, alcool, sexe et drogue révèlent son réel caractère. Elle va d'ailleurs se marier 2 fois, 2 mariages qui vont se solder par 2 divorces. C'est en 1977 que les deux se rencontrent alors que Gallego avait déjà été arrêté 23 fois pour vol, cambriolage, agression et viol. Il avait été envoyé dans toutes les maisons de correction de la région et il avait testé déjà quelques prisons de sa région aussi. Lui aussi s'était marié et avait divorcé, sauf qu'au lieu de 2 mariages, il en avait fait 5 et donc 5 divorces à cause de sa violence. Revenons-en à leur rencontre. C'est en septembre 1977, à une table de poker dans un bar, que ces deux-là vont se rencontrer. Williams, 20 ans, le trouve très agréable et Gallego, 31 ans, est tout de suite attiré par son corps d'adolescente et ses cheveux blonds. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je les appelle par leur nom de famille, donc Williams, si vous avez bien suivi, c'est la femme et Gallego, c'est l'homme. Quelques semaines plus tard, ils s'installent ensemble et Gallego va imposer sa loi. C'est Williams qui va aller travailler, qui va ramener de l'argent et tout l'argent sera pour lui. Et il va même jusqu'à lui dire comment s'habiller parce qu'en fait il voulait qu'elle continue de porter des vêtements qui faisaient petite fille. Il ne se cache pas d'avoir des aventures avec d'autres femmes mais Williams qui le trouve excitant et qui est probablement sous emprise ne dit rien. Gallego se décide à lui parler de son fantasme d'esclave sexuel. Il lui dit qu'il a des problèmes, des troubles sexuels et que le seul remède est de coucher avec des vierges. Sinon, il y a un médecin qualifié quand on a des troubles comme ça. Attendez, comment ça s'appelle déjà? Un psychologue. Et le pire dans tout ça, c'est que Williams n'est même pas choquée par ce qu'il lui dit. Elle est même assez curieuse. Le 11 septembre 1978, Gallego réveille Williams alors enceinte de 2 mois parce qu'il a un plan. Ils se rendent au centre commercial du Country Club Plaza à Sacramento pour que Williams lui trouve des esclaves sexuels. Alors au début Williams elle hésite un petit peu quand même parce que c'est une demande assez spéciale et qu'elle est devant le fait accompli, mais comme Gallego se montre assez menaçant, elle obéit. Elle part chercher Rhonda Scheffler, 17 ans, et Kippy Vogt, 16 ans. Comme elles sont jeunes, elle leur propose de fumer un joint, chose qu'elles acceptent. Elle les amène dans le van et là, Gallego les menace avec un pistolet, les attache et les emmène en forêt. Sous les ordres de Gallego, Williams part. En fait, elle va chez des amis pour leur créer un alibi, puis elle va ramener le van chez eux et elle va revenir 3 heures plus tard avec une autre voiture, une Oldsmobile.
Elle va trouver les adolescentes en état de choc, leurs vêtements vont être sales et déchirés. Les deux adolescentes, Gallego et Williams, montent dans la voiture. Ils roulent un petit peu. Gallego promet aux deux filles qu'il ne va pas les tuer, sauf que d'un seul coup, il ordonne à Williams de s'arrêter sur le bas-côté. Il fait descendre les deux adolescentes. Il les frappe avec une barre en acier, puis les tue de plusieurs coups de feu. Le lendemain, Gallego jette les vêtements qu'il avait portés, le pistolet, la barre en acier, les sacs des deux victimes dans une benne à ordures, puis il ordonne à Williams d'aller se faire avorter dans une clinique. Pendant ce temps, Gallego prépare son prochain voyage en Oregon. Le même jour, le mari de Rhonda Scheffler lance un appel pour qu'on l'aide à retrouver sa femme. Son corps, ainsi que celui de Kippy Votes, ont été trouvés le 13 septembre par des travailleurs mexicains. Sur la route pour l'Oregon, Gallego se décide à faire un arrêt chez sa famille qui vivait en Californie. Sa mère, sa grand-mère, sa fille et son beau-père vivaient dans un ranch. La grand-mère va alors prévenir Williams que la fille de Gallego a porté plainte contre son père pour viol. En fait, depuis 6 ans, elle était violée chaque semaine et parfois plusieurs fois par son père, que ce soit chez lui, dans le van ou dans l'Oldsmobile. Au même moment, le beau-père prévient Gallego que sa mère a appelé la police. Ni une ni deux, le couple s'enfuit et va s'arrêter dans un motel. Le lendemain, de retour à Sacramento, Gallego jubile car il y a des suspects pour les 2 crimes qu'il avait commis la veille et donc il se dit qu'il est assez tranquille. Mais par précaution, le couple quitte tout de même la Californie. Le 30 septembre 1978, le couple se marie dans le Nevada, à Reno, puis ils partent vivre à Houston, dans le Texas. Alors évidemment, pour obtenir la bénédiction de ses beaux-parents, Gallego leur a dit que les accusations n'étaient que des mensonges et qu'il n'avait jamais touché sa fille. Gallego prend un emploi de routier puis de barman et comme il est en quête d'une nouvelle identité, il va convaincre sa femme ainsi que sa belle-mère de lui fournir une copie du certificat de naissance et des pièces d'identité d'un de leurs cousins éloignés qui était lui aussi né à Sacramento. L'ironie du sort était que le cousin en question, Stephen Fail, était policier. Gallego mène alors une double vie. Au travail, il est Stephen et à la maison, il est Jerry. Certainement un surnom pour Gerald, que ses amis lui donnent. Williams, elle, trouve un emploi dans une banque et comme elle est douée pour le business, Gallego est jaloux d'elle. Après s'être battu avec un collègue et avoir perdu son emploi, le couple déménage de nouveau et ils vont vivre à Reno, donc dans le Nevada. Williams retrouve un travail de bureau et elle entretient une relation amicale avec son directeur, si bien que les deux couples vont partir faire du camping ensemble. Et le fantasme de Gallego va refaire surface lorsqu'il va rencontrer la fille du directeur. Il demande alors à Williams de l'aider à réaliser ce fantasme sur cette fillette de 11 ans, chose que Williams refuse. Ouais, parce que c'est son patron quand même. Il reviendra à la charge le jour de la fête des pères, le 24 juin 1979, et là encore, Williams s'y oppose. Gallego renonce alors de s'en prendre à la jeune fille, mais en échange, Williams doit lui trouver d'autres esclaves sexuels. Ils se rendent au parc d'attractions du Washoe County Fair et Williams arrête 2 filles, Brenda Judd, 14 ans, et Sandra Coley, 13 ans. Au début, elle leur demande de l'aide pour distribuer des prospectus en échange de quelques dollars, et quand elles arrivent dans le van, Gallego est là, il les attache, et ensuite ils vont rouler. Sur la route, ils font un arrêt dans un magasin de bricolage, et Gallego va acheter une pelle et un marteau. Williams aurait largement eu le temps de fuir. Même scénario que pour les 2 premières victimes, Gallego les tue avec son marteau, puis il les enterre avec la pelle, et l'enquête ne donnera rien du tout. Après cette histoire, la relation du couple va se dégrader et Williams va enfin se rendre compte qu'elle s'était toujours pliée à ses désirs et que son mari n'était pas vraiment tendre avec elle. En fait, elle prenait ça comme un devoir d'épouse. Il retourne vivre à Sacramento. Gallego se trouve une maîtresse, ce qui soulage Williams parce qu'elle n'a plus à assouvir ses besoins sexuels. Le 24 avril 1980, l'histoire se répète et ils vont décider de se rendre au premier centre commercial où ils avaient trouvé leur victime, ce qui est un peu débile d'ailleurs, mais comme il y a trop de policiers à leur goût, ils décident de faire 20 minutes supplémentaires de voiture pour se rendre au Sunrise Mall. Williams va attirer 2 jeunes filles de 17 ans, Stacy Ann Redican et Karen Twiggs. Les 2 jeunes filles vont subir le même sort que les précédentes, mais cette fois-ci, avant de les tuer, Gallego va demander à sa femme si elle veut elle aussi s'amuser. Williams a toujours nié les faits, mais on ne sait pas
si c'est vrai et on ne sait pas si oui ou non elle les a violés à son tour. Quelques jours plus tard, les corps ont été découverts et une enquête va être menée à Sacramento, au Nevada et au centre commercial. Cela ne donne rien. Et en fait, Gallego avait massacré les corps, si bien que l'identification de Twiggs a pu être possible grâce à des radios dentaires. Williams tombe enceinte une seconde fois et le couple va décider de se remarier en utilisant le pseudonyme de Stephen Robert Fail. Ah, la vie de famille. Une couverture parfaite pour un criminel. Et donc, Gallego décide de prendre plus de risques. Le 7 juin 1980, pendant leur seconde lune de miel dans l'Oregon, Gallego repère une autostoppeuse, Linda Aguilar, 21 ans, qui est enceinte, mais il décide quand même de s'arrêter et de la prendre en stop. Là encore, il l'attache, il la frappe avec une pierre et il l'étrangle. Le soir, il s'excuse auprès de sa femme d'avoir gâché leurs vacances. Et c'est tout? Aucune excuse pour un crime par exemple, non? Juste pour avoir gâché des vacances? Le corps de la jeune femme va être découvert le 22 juin 1980 et la police va suspecter son petit ami qui l'avait déjà battu. Un détail horrible va révolter la police et la population. Linda a été enterrée alors qu'elle n'était encore vivante. Le 16 juillet 1980, ils sortent dans un bar et ils sont complètement bourrés. Je précise quand même que Williams est enceinte. Williams a beaucoup discuté avec la barmaid Virginia Mochel et Gallego veut que ce soit sa prochaine victime. Sauf que Williams, pour le coup, elle s'y oppose. Gallego, lui, il est déterminé. Il menace la barmaid avec une arme et il l'amène dans son van. Il rentre chez eux, Williams va regarder la télé, Gallego viole la femme, puis il appelle Williams pour qu'elle les conduise et il jette le corps à côté de Claresburg. La police va interroger les patrons du bar et le barman dira « Stephen était saoul, il avait importuné Virginia par des remarques grossières et elle l'avait rabroué plus d'une fois. » Il va ensuite communiquer son nom à la police, Stephen Fail, et va lui donner l'endroit où il travaille en tant que barman. Gallego va tout simplement expliquer à la police que oui, il a été au bar, mais que par contre il ne connaît pas cette barmaid, Virginia Mochel, et Williams va servir exactement la même version que lui. En septembre, Williams prend la décision de retourner vivre chez ses parents, et Gallego, lui, retourne s'installer avec son ex-petite amie. Le corps de Virginia est découvert en octobre 1980 dans un coin de pêcheurs et ses mains étaient attachées avec du fil de pêche. Et comme le couple pêchait, les enquêteurs vont commencer beaucoup plus sérieusement à les soupçonner. Williams va alors se rendre au commissariat pour un interrogatoire au cours duquel elle va se montrer très coopérative. Cependant, elle leur dit qu'elle avait trop bu et qu'elle ne se souvient pas des détails. Et elle dit également qu'elle est rentrée chez elle par la grâce de Dieu. Enfin bref, l'enquête est au point mort et ils n'ont pas plus avancé que ça. Le 1er novembre, le couple décide de se revoir. Ils empruntent l'Oldsmobile des parents de Williams et ils vont de nouveau se saouler. Je précise que Williams est toujours enceinte. Vers 1h du matin, Gallego va ordonner à Williams d'arrêter la voiture au niveau d'un centre commercial Ardent Fair. Et là, elle comprend que ce n'est pas deux jeunes femmes qu'il veut enlever, mais un couple de 25 ans, Craig Miller et Mary-Elizabeth Sowers. Gallego va alors les menacer, le couple va monter dans le van, mais heureusement, entre guillemets pour eux, un ami les voit, il s'approche du van, demande si tout va bien. Williams va lui crier dessus en lui disant que oui et en lui demandant de le laisser tranquille. Cet ami va avoir le réflexe de noter la plaque d'immatriculation. Sur la route, Williams essaye de dissuader Gallego de faire quoi que ce soit parce que là, il y a des témoins, les témoins ont noté la plaque d'immatriculation, enfin ça craint un peu quand même. Alors j'ai dit heureusement, mais en fait heureusement dans le sens où l'enquête va avancer et va mener à quelque chose parce que malheureusement ce couple n'aura pas de chance et Gallego va les tuer comme les précédents. Il tue en premier Craig de 3 balles dans la tête, puis il ramène Mary-Elizabeth chez lui, la viole et ensuite la tue également avec 3 balles dans la tête. Et pendant qu'il la viole, Williams, elle, s'est endormie devant la télé. Mais je sais pas, appelle la police, non? Enfin, fais quelque chose. Le lendemain, ils vont chez les parents de Williams afin de nettoyer quelques affaires et quand ils arrivent chez les parents, la police les attend. Yes! Enfin! Parce que Craig n'était pas allé au travail et parce que Mary-Elizabeth n'était pas rentrée chez elle, que sa voiture était encore sur le parking du centre commercial et que leur ami a noté
la plaque d'immatriculation. La police a pu remonter jusqu'aux parents de Williams. Gallego prend son courage à deux mains et il s'enfuit. Voilà. Zéro courage. Il laisse sa femme dans la merde toute seule. Williams explique alors qu'ils avaient été au cinéma avec la Triumph et que l'Oldsmobile n'avait pas bougé de chez eux. Et quand les policiers lui demandent s'ils peuvent voir la voiture, ils y vont. Et la voiture est nickel. Ah, tu m'étonnes. En même temps, elle avait l'habitude de la nettoyer. Comme la voiture collait parfaitement avec la description qu'en avait fait l'ami de Craig, les policiers décident d'interroger un petit peu plus Williams, sauf que cette dernière, fatiguée par sa grossesse, leur dit que là elle peut pas et qu'elle a besoin de se reposer. En parlant de leur autre voiture, la Triumph rouge, un des policiers relève la plaque d'immatriculation et en la rentrant dans le système, il se rend compte qu'elle appartient à Stephen Fail. Tiens. Sa photo va être imprimée et va être montrée à l'ami de Craig et ce dernier va dire au policier que oui, il s'agit bien de l'homme qui a enlevé ses amis. Gallego, qui n'avait pas caché le corps de Craig, se décide à retourner sur les lieux afin de cacher celui-ci, mais quand il arrive sur place, il ne trouve rien. En fait, des promeneurs l'avaient déjà trouvé avant et le corps avait été retiré. Et il va même jusqu'à s'en prendre à Williams et lui reprocher d'être trop bête pour retrouver le bon endroit. Quand il rentre chez eux, il se rend compte qu'il y a beaucoup de voitures de police dans leur rue et devant leur appartement. Et donc, ils décident de s'enfuir et de conduire jusqu'à Reno. À Reno, ils laissent leur voiture et ils prennent un bus pour aller dans l'Utah, à Salt Lake City. L'assassinat du couple fait les gros titres car Craig Miller était le fils du directeur de l'une des sociétés de communication les plus puissantes du pays. Et Mary Elizabeth Sowers était la fille d'un célèbre physicien nucléaire. Comme le père de Williams a peur pour sa fille, il décide de communiquer à la police le vrai nom de son gendre et leur parle du viol de sa propre fille. Après avoir vu son casier judiciaire bien rempli, les enquêteurs préviennent immédiatement le FBI. Le 17 novembre 1980, après que le père ait informé le FBI, le couple est arrêté dans une banque. En juillet 1981, Williams passe un accord avec les enquêteurs. Si elle donne tous les détails et toutes les preuves afin d'accuser son mari, dans ce cas-là, elle écopera de la peine minimale et elle sera condamnée à 16 ans de prison pour 2 meurtres, celui de Karen Twiggs et Stacy Redican. Le procès commence en novembre 1982 et Gallego décide de se défendre seul. D'ailleurs, il avait demandé à ce qu'il y ait une majorité de femmes dans les jurés car il pensait qu'elles ne résisteraient pas à son charme. Gallego est condamné à mort le 21 juin 1983. Et en 1984, le second procès de Gallego au Nevada connaît la même issue, la condamnation à mort. En 1999, les ossements de Brenda Judd et Sandra Coley sont retrouvés dans le Nevada. En prison, Gallego a dit à un visiteur « La seule chose qui m'intéresse, c'est de tuer. Seigneur, j'ai l'impression que mon père est en moi. » Le 18 juillet 2002, Gallego va mourir d'un cancer de l'anus qui s'était généralisé aux poumons ainsi qu'au foie. Williams a été libérée de prison à l'âge de 41 ans, le 17 juillet 1997, et on ne sait pas vraiment où elle est maintenant, mais les rumeurs disent qu'elle est retournée vivre à côté de Sacramento et qu'elle se serait remariée. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo t'aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.